Bonjour, ici Caro Perron de Sainte-Adèle au Québec et bienvenue sur ma chaîne Les Histoires d'autrefois. J'ai créé cette chaîne suite à l'achat d'une maison ancestrale habitée il y a des années par le grand écrivain qui était Claude-Henri Grignon. J'ai acheté cette maison à la mi-année 2023. Je connaissais pas vraiment cet homme, sauf le fait qu'il ait écrit les histoires des pays d'en haut, alias Séraphin, un homme et son péché. Je vous invite avec moi à découvrir l'univers de cet homme ainsi que ma demeure au fil des semaines. Je vais vous raconter de petites histoires que l'auteur a lui-même écrit, qui a été publié dans les anciens journaux des bulletins des agriculteurs. Je tiens vraiment à remercier celui-ci car il collabore avec nous vu qu'il existe encore. Alors vous êtes prêts à commencer cet nouvel épisode avec moi? Et c'est parti! Il faut dire que j'ai lu beaucoup sur le sujet sur Internet, mais le site qui contient vraiment les détails les plus pertinents sur son parcours intellectuel, c'est vraiment le site érudit.org. Le jeune Grignon était un élève des Pères de Sainte-Croix au Collège Saint-Laurent jusqu'à la classe de méthode et des Pères trappistes à l'Institut agricole d'Oka entre 1912 et 1913. Grignon préférait vraiment la littérature à l'agronomie. Décrocheur dès ce moment, le jeune homme emprunta un parcours d'apprentissage quelque peu atypique en autodidacte, loin des canaux collégiaux. En 1916, Grignon, alors dans la jeune vingtaine, quitta Sainte-Adèle pour Montréal et gagna désormais sa vie comme commis aux douanes canadiennes. C'est à Montréal que Grignon épousa Thérèse Lambert, une amie d'enfance. Ensemble, ils n'auront aucun enfant naturellement. Dans la même année, Grignon fit ses débuts dans l'arène journalistique comme critique littéraire sous le pseudonyme de Claude Bacle, à l'Avenir du Nord de Saint-Jérôme. Cette entrée lui donna donc pour la première fois la possibilité de gagner sa vie en écrivant. Les années entourant 1920 représentent un tournant idéologique décisif dans la bibliographie de Grignon. Il devient critique de livres, de politique et d'idéologies diverses bien à lui. Ce genre littéraire, de même que son penchant pour la polémique, a modernisé une large part de son discours tout le long de sa carrière. Pour la petite histoire de mon émission d'aujourd'hui, j'ai choisi l'histoire nommée Fidelio, qui représente vraiment bien, dans le temps, les troubles de l'humeur versus les maladies mentales, car oui, ça existait bien et bien, même à cette époque. Cette histoire a été prise dans le bulletin des agriculteurs de juillet 1968, toujours écrite par Claude-Henri Grignon, toujours dans la section du Père Bougonneux et ses contes de la montagne. Bonne écoute! Fidelio, c'était le nom d'un chien collé, un berger écossais authentique. Il appartenait au sauvage Johnny. Je ne devrais pas dire sauvage, car Johnny descendait de l'une des tribus indiennes les plus courageuses, les plus guerrières qui aient semé la terreur dans l'Amérique du Nord et fait trembler les Blancs. Un Indien de grande race. Johnny et son chien, c'étaient deux frères. Quand il disait « mon ami Fidelio », ça voulait tout dire. Ah, cher Johnny, lorsque je l'ai connu, il y a 30 ans passés, il arrivait de je ne sais pas trop d'où. Je l'ai rencontré au magasin général. En bel argent sonnant, il acheta des effets. Vous comprendrez que dans un pays de colonisation perdu dans le fin fond du Nord, on éprouve toujours le besoin de parler à tout le monde, de faire des connaissances des nouveaux venus. C'est comme ça que j'ai appris que Johnny vivait de chasse et de pêche dans un chac en bordure de la Gazouille, cette rivière cachée qui chantait plus souvent qu'à son tour. Il m'invita à lui rendre visite. J'acceptais avec un grand cœur, rapport que l'Indien m'était vraiment sympathique. Il parlait peu, mais il avait un français vraiment intelligible. Grand de taille, musclé, des cheveux lisses et noirs, les yeux perçants. Ses ancêtres devaient être des Tartares, car ses dents étaient d'une blancheur de carnivore, une figure ronde et saillante, marquée de points jaunes. Le visage d'un homme qui voulait pas dire non à la vie. Un bon matin, j'allais le voir. Un gros chien bondit sur moi. « Fidelio » dit Johnny en sortant du chac. « Ici, Fidelio. C'est un ami à moi. »
Le collet se coucha en me regardant dans les yeux. Il avait de l'air tout triste. On entra. C'était une cabane de trappeurs, comme il y en a tant d'autres dans le pays. Une cabane de 15 pieds carrés, mais d'une propreté exceptionnelle. Une jeune femme, aux cheveux roux, les yeux gris comme la mer, faisait cuire une truite rouge. « Feu follet, je te présente un ami, un blanc. » La créature se retourna avec un sourire inoubliable. Johnny sortit une cruche de grès et on but comme des misérables. C'est là que je devais apprendre que Feu follet n'était qu'un surnom. Elle s'appelait Sylvie. Il préférait Feu follet parce que la femme pétillait d'esprit, qu'elle riait pour rien, mais tombait soudain dans une grande mélancolie et passait des heures à jongler, à regarder couler la rivière où le soleil dansait tout le long de la rive. « C'est vrai, Sylvie, que tu es un feu follet. »« Oui, c'est vrai, répondit-elle. J'endure ça de toi, Jenny, parce que je t'aime. » Plus tard, je devais apprendre que l'Indien avait fait la connaissance de cette blanche rousse dans une danse au village voisin. Les premiers temps, il la traitait comme une compagne, comme une sœur. Puis, sûrement à cause du destin, il en fit sa femme. Johnny l'emmenait souvent avec lui, faire des randonnées à travers toutes les forêts, jusqu'au grand lac Tempête. Il lui enseigna l'art extrême et difficile de prendre des bêtes sauvages au piège. Il lui révéla tous les secrets de la nature. « Un Indien comme le mien, répéta-t-elle, c'est tout un univers. » Dans les moments de mélancolie, Johnny la prenait avec tendresse et berçait Feu follet en caressant sa grande crinière de lionne. Elle se laissait faire. Fidelio, couché à leurs pieds, les observait et comprenait que le bonheur existait ici-bas. Les années passèrent, ainsi qu'un fil d'or qui se déroule à un rythme régulier dans la joie. Un matin à l'aube, Johnny partit seul faire des emplettes dans un village voisin. Il passa à travers les bois. D'une distance de 5 milles, il franchissait aussi vite qu'un chevreuil. Lorsqu'il revint, il trouva un papier sur la table écrit à la main de Feu follet. « Je pars, je t'adorerai toujours, mais la solitude de la forêt me fait mourir. Je t'ai menti, je n'ai jamais aimé ça. » Désespéré, l'Indien sortit en criant, en appelant « Sylvie, Sylvie, Feu follet, Sylvie !» Mais l'écho de sa voix allait se perdre dans les montagnes. Il siffla son chien. Fidelio n'était pas là. « Je peux pas croire que Feu follet a emmené Fidelio avec elle. » Devenu comme fou, il ne criait plus. Il gémissait. C'était une plainte comme un condamné à mort. Il se mit à courir dans la forêt, puis le long de la gazouille. Il se rendit jusqu'au grand remous en appelant toujours son adoré. Pauvre Johnny, il ne savait plus ce qu'il faisait, ni ce qu'il disait. Il y a des moments si tragiques dans l'expérience d'une vie que même les mots les plus simples n'ont aucun sens. Découragé, fatigué en à perdre haleine, il décida de revenir au chac. Soudain, il entendit un bruit derrière lui. C'était Fidelio qui tenait dans sa gueule un lambeau de la robe de Sylvie. Johnny comprit que la malheureuse créature s'était noyée dans un excès terrible de mélancolie. Il ne lui restait plus qu'un ami qui était Fidelio. Triste fin, n'est-ce pas? Le pire, c'est que de nos jours, au Québec, on n'a pas vraiment beaucoup de ressources pour aider ce genre de personnes. Mais au moins, nous en avons un peu, c'est pas rien. On peut sauver ne serait-ce qu'une vie, c'est au moins une vie de gagner. Il y a une ligne téléphonique qui peut aider ce genre de situation, qui est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Le numéro, c'est vraiment concept, c'est un 866-APPEL, un 866-APPELLE. Gênez-vous pas si jamais vous en avez besoin.
Alors, pour mon troisième segment de cette émission, c'est le temps de la publicité du jour. Mal de dos lancinant. Si vous souffrez de mal de dos, cela est peut-être dû à l'irritation des voies urinaires et des troubles de la vessie. Dans ce cas, les pilules Douds pour les reins peuvent aider à vous soulager. Les pilules Douds stimulent les reins, ce qui vous aide à soulager la cause du mal de dos. Vous vous sentez mieux? Et vous vous reposez mieux. Vous pouvez compter sur Douds pour les reins. Nouveau gros format économique. Alors, c'était la publicité du jour. On passe maintenant à un autre sujet, mes antiquités. Un jour, mon oncle André tomba malade et mourut. Paix à son âme. J'aimais bien cet homme. Ceci étant dit, mon cousin René savait que je collectionnais un peu les antiquités. Il me parla d'une grosse machine agricole perdue dans la forêt sur la terre de son père. J'ai été la chercher avec l'aide de mon copain Pascal, mon beau-frère Daniel ainsi que ma sœur Angélique. Rendu dans la fameuse forêt, on a vu deux énormes roues séparées par un grand morceau de métal avec plein de peignes bizarres décrochés après. Comme on dirait dans notre bout sur la côte nord, on s'est tous exclamé « Mais qu'est-ce que c'est ça, cette patente-là? » J'ai donc pris des photos de cette grande affaire-là et j'ai donc donné la mission à mon ami Mario de me trouver la réponse à ma question du « Que c'est ça, cette patente-là? » Voici donc des explications à mon grand questionnement. Il m'écrivit « Cela est un progrès technologique que l'invention du râteau faneur. L'invention du râteau tiré par des chevaux dans les années 1800 a rendu le processus de collecte du foin beaucoup plus efficace. Le râteau tiré par des chevaux pouvait collecter 8 fois plus qu'un râteau à la main. Le râteau faneur, nommé également râteau à fourrage, fut sa première apparition en 1850. Mais il faudra attendre jusqu'à 1900 pour la voir se généraliser en France. Cette machine qui servait aux travaux de fenaison fut utilisée qu'environ une quarantaine d'années, où elle fut remplacée progressivement par le râteau à décharge latérale. Comparée au traditionnel râteau en bois, elle apporta un grand changement en son temps en termes d'efficacité. Tracté par un cheval, lorsque le râteau se déplace dans les champs, il ramasse sur sa largeur une couche de fourrage qui s'enroule à l'intérieur du berceau arrière de la machine. Lorsque le conducteur juge la quantité de fourrage suffisante dans le berceau de la machine, il actionne le levier entre les jambes pour relever les dents arrière de la machine, laissant derrière lui un boudin de foin. Ce travail se faisait lorsque la température était idéale et demandait un travail dur et pénible, car au début de ce siècle-là, l'ouvrage se faisait seulement avec des chevaux et à l'aide de beaucoup de travail manuel. C'était un travail familial avec une bonne paire de chevaux attelés sur une faucheuse de 6 pieds. Le foin en boudin était chargé à la main avec des fourches à longs manches. L'on prenait soin de bien le piler avant d'avoir une charge qui se tiendrait ensemble jusqu'à l'arrivée à la grange. La charrette bien chargée de manière que l'arrivée de la charge soit plus haut que le devant et après avoir râtelé le foin de chaque côté afin qu'on ne le perde pas en chemin, une charge de foin pouvait peser facilement plus d'1 tonne. La mission était, bien sûr, de ne pas en perdre en chemin. Rendu à la grange sans inconvénient ou sans basculer le long du chemin, on pouvait avoir de 3 à 4 paires de chevaux dans le cortège, traînant chacune un beau gros voyage de foin. Maintenant, c'était le temps de l'entreposer dans les granges. Dès ce temps, pendant les grandes chaleurs de l'été, le foin était chargé dans les carrés ou tasseries où un jeune homme plein de sueur recevait le foin sous le toit de la grange, préchauffé déjà par les rayons du soleil. C'est ainsi que se faisait la récolte de foin il y a environ 200 ans passés. Quel contraste avec la méthode de faire les foins de nos jours, alors qu'un homme n'a qu'à conduire des différentes machineries qui font pratiquement tout le travail manuel d'autrefois.
Il n'a qu'à conduire le tracteur avec la presse à foin et l'escalateur qui range les ballots dans les fenils automatiques. La vente du foin de qualité, surtout le foin des prés, dans ces temps-là, a toujours bien rapporté aux fermiers. Et en plus, c'est une source de revenus additionnelle. Alors, c'est le moment de dire un gros merci à Mario pour toutes les informations pertinentes qu'il m'a trouvées au sujet du râteau-faneur. Alors, pour finir, je vous laisse sur l'invitation de rejoindre mon réseau et de mettre la notification afin d'être au courant de mes prochaines émissions. Comme on dirait dans le temps, à la voyure et que Dieu vous bénisse! Pour tous ceux et celles qui veulent m'encourager à produire d'autres émissions et qui veulent m'aider à collaborer dans la restauration de ma vieille maison, allez sur le site Tipeee, T-I-P-E-E-E, qui recueille les dons divers. En échange de votre don, je m'engage à graver votre nom sur l'une des pierres des fondations et je vous enverrai une photo par courriel si vous me donnez vos renseignements. L'adresse pour avoir cette chance est le https://fr.tipeee.com/Caroline-Perron et vous devriez tomber directement sur ma page Tipeee. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.